Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je cherche à faire insonoriser mes toilettes. Est-ce que vous faites ça? Oula, insonoriser les toilettes, on m'a jamais demandé ça. Ça risque d'être compliqué. Moi c'est Dora. Ma vie, c'est de taper ce genre de questions sur Google, comment arrêter de péter, comment réussir à faire caca quand on est très constipé, enfin ce genre de trucs quoi. Parce que ça fait un moment, presque 10 ans, que je suis vraiment très malade des intestins. Ce qui est chiant comme ça quand on a une maladie des intestins, c'est que aux yeux des gens, ça paraît complètement invisible. T'as l'air fonctionnel, etc. Quand t'es dans un état d'intolérance alimentaire comme ça et de fatigue, t'as l'air normal aux yeux des gens parce qu'ils se rendent pas compte de tout ce que tu dois mettre en place pour juste avoir ça d'énergie. C'est comme un handicap invisible et en fait tu galères toute la journée, tu rames toute la journée, t'es mal toute la journée, mais ça se voit pas si tu le dis pas. En fait les symptômes ils arrivent souvent, généralement 30 minutes après que j'ai mangé. Tu manges et après bim, directement tu commences à être mal, tu vois, tu commences à avoir des crampes, t'as mal, t'es inconfortable. Donc ton ventre, bien gonflé, rempli de caca et de gaz. Puis une heure et demie après, les ballonnements se transforment en gaz. Et alors là, c'est hyper sympa. Je vous raconte pas dans la vie professionnelle. Je sais pas, t'es au bureau, tu commences à être mal, tu commences à ballonner, à avoir des gaz. C'est l'enfer parce que tu peux pas te dégazer, entre guillemets, devant les gens. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Dans la vie privée, quand on a un amoureux, comment vous dire? J'ai une migraine de feu. Je fais un lavement au café, je sais c'est méga chelou. Ça me redonne un peu d'énergie de boire un café par le cul. 10 ans que je suis dans cette sympathique galère. Et évidemment, j'ai fait le tour des médecins. Je ne sais pas combien de gastro-entérologues. On m'a fait des coloscopies, des fibroscopies, tout ce que tu veux. Le diagnostic, ça a été colopathie fonctionnelle. Cependant, on va généralement te dire que c'est relativement psychosomatique. Donc, c'est que, voilà, ça se passe là-haut. En fait, j'ai commencé à parler de ma situation sur Internet à travers des groupes, des forums, des pages Insta. Par exemple, sur mon Insta, comment hacker ses intestins, je vais poster une question et je vais demander aux gens comment vous gérez vos constipations. Et tu vas avoir 300 personnes qui vont me dire moi c'est le kiwi, moi c'est le psyllium, moi c'est le pruneau, moi c'est le truc, moi c'est le machin. Et t'as l'expérience de 300 personnes qui arrivent pas à chier. Et ça a quand même une valeur, je sais pas, tu peux peut-être trouver une solution dans ces 300 commentaires. Le seul moment où je me dirais j'ai pas traversé ça pour rien, c'est si j'arrive à sortir un livre sur cette maladie chronique, si j'arrive à faire que l'opinion publique s'en empare, si j'arrive à faire en sorte que d'autres gens passent pas par là où je passe. J'ai été jusqu'à pondre un livre parce qu'à un moment j'ai accumulé tellement d'informations que je me suis dit non mais c'est abusé si je partage pas, il faut que je recrache, tu vois, faut le redonner à la communauté, faut que ce soit un cercle vertueux. J'ai écrit ce livre mais je suis encore malade, c'est-à-dire que c'est un livre qui explore plein de pistes, mais j'ai voulu aller plus loin. Dans le but pourquoi? En fait dans le but d'essayer de trouver une thérapie pour moi. Pour comprendre pourquoi je ballonne autant, j'ai été rencontrer le docteur Castronovo. Moi je ballonne non-stop. D'où est-ce qu'ils viennent ces gaz? Le ballonnement est un problème fréquent qui est la traduction d'une activité de cet organe extra-humain qu'on connaît de plus en plus, qu'on appelle le microbiote. Quand j'ai entendu parler du microbiote la première fois, ça a été une sorte de soulagement. Parce que j'ai toujours dit que j'avais l'impression qu'il y avait des petites bêtes dans mes intestins. Et je pensais me dire un peu des conneries quand je disais ça. Mais c'était mon feeling. Et en fait, mon feeling était vraiment très juste. 2 kilos, tenez-vous bien, 2 kilos de bactéries vivent dans votre côlon en permanence. Ils ont une activité aussi importante que celle du foie. C'est l'organe extra-humain le plus volumineux, le plus pesant de notre organisme. Ton intestin, là, il a à peu près 100 000 milliards de bactéries, ok? T'as 100 000 milliards de potes là-dedans. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'ils dialoguent avec tous nos systèmes, avec le cerveau, avec le foie, avec le cœur, donc cet organe est central pour notre santé et il est hyper influencé par ce qu'on lui donne à manger. Quand certaines bactéries mangent certains aliments, elles peuvent produire des gaz. Et donc par conséquent, mon problème était sans doute un problème de microbiote. Un microbiote,
microbiote en mauvais état. Je me suis demandé comment ça s'explique et pour ça j'ai été poser la question à Joël Doré qui est le spécialiste français du microbiote. Il y a de nombreux facteurs qui vont amener à pouvoir avoir un microbiote en mauvais état. En premier lieu, tout ce qui entoure la naissance, l'alimentation va jouer un rôle majeur, mais il y a aussi les effets indirects en fait, la pollution environnementale ou le stress qui peuvent eux avoir un impact sur les paramètres de l'humain, mais qui vont avoir en contre-coup un impact sur le microbiote intestinal. Les antibiotiques font partie des médicaments qui impactent de façon très forte le microbiote intestinal et donc qui peuvent l'altérer. Mes problèmes de santé sont arrivés après une longue prise d'antibiotiques pendant 6 mois pour des cystites. Et en fait, après cette prise d'antibiotiques, j'ai plus jamais pu avoir une harmonie dans mon microbiote et c'est là que je suis tombée en état de dysbiose. La dysbiose, c'est vraiment l'altération du microbiote intestinal. À ce moment-là, on va perdre la fonction de prévention de la colonisation, de protection, et on risque de voir proliférer des bactéries pathogènes. La dysbiose, c'est le contraire de la symbiose. C'est quand une communauté de bactéries change de configuration et cette configuration, elle te fait plus du bien. C'est surtout important de bien réaliser que à partir de la naissance, on devient un microbien et qu'on est microbien toute notre vie. Et cette symbiose, le maintien de cet équilibre dans la relation entre l'homme et ses microbes est essentiel au maintien de la santé et du bien-être. Microbiote, il y a quand même un truc important, c'est de remonter à l'origine de ce microbiote, donc de remonter au moment de la naissance. Je suis allée à la rencontre du gynécologue Thierry Harvet pour comprendre d'où vient notre microbiote. Avant, on pensait qu'il n'y avait aucune bactérie dans le liquide amniotique et on s'est aperçu que dans le placenta, il y avait aussi un microbiome. Et donc l'enfant, quand il va naître, par la sortie, donc par les voies naturelles ou dites naturelles, va manger, avaler donc de la flore vaginale. La flore vaginale, il y a une dizaine de milliers de germes différents. Donc l'enfant, quand il va passer par le vagin, va être colonisé un petit peu comme si vous en aviez partout. Donc obligatoirement, il va en avoir un peu dans la bouche, un peu dans les narines, un peu sur le visage et un peu tout partout. Juste pour récapituler, l'origine de tes bactéries intestinales viennent donc de la flore vaginale de ta mère. Donc ça vient de la zézette de ta maman. Tu t'es pris les bactéries de la zézette de ta maman à l'intérieur. Et puis après, cette flore va le coloniser, donc de la bouche jusqu'à la fin du tube digestif, et ça au fur et à mesure du temps, avec des modifications qui vont se faire avec l'alimentation, en fonction de l'allaitement maternel, de l'allaitement artificiel. Mais il va aussi se coloniser par la flore cutanée de sa mère, et en cas d'allaitement maternel, ce qui est quand même la majeure partie des enfants, par le lait maternel. Justement, quand on est par césarienne, du coup on a quoi comme flore? Des patientes qui ont une césarienne à froid et qui vont prendre l'option d'un allaitement artificiel. Cette petite niche d'enfants, donc il y a des papiers qui ont montré que leur colonisation était réellement différente. Les Anglais, il y en a un qui a dit mais on va prendre la niche des césariennes à froid puis on va comparer. On va prendre une compresse qu'on va passer dans le vagin de la patiente et puis après la compresse, on va le faire téter au gamin, puis après on va le barbouiller un peu, on va les mettre dans les mains comme ça à 6 têtes. Et il montre une différence significative en termes de colonisation. Qu'est-ce que j'ai comme risque à lui faire ça? Aucun. Au mieux c'est que du bénéf. C'est pas mal. Souvent, mais Dora, comment t'as su que t'avais un problème de microbiote? Comment tu sais que tu as un microbiote en dysbiose? Alors aujourd'hui, il y a quand même des techniques pour donner des indications pour savoir si on a un microbiote en bonne santé ou pas, même si il faut l'admettre que c'est une science totalement émergente et qu'aujourd'hui c'est quand même encore un peu le flou. La technique numéro 1, qui est la plus ancienne, c'est la mise en culture. C'est-à-dire qu'on prend les selles, d'accord? Tu prends les selles, ton caca, tu vas à n'importe quel labo là, ils vont pouvoir analyser quelles sont les bactéries qui se trouvent dans tes selles. Et la grosse problématique avec ça, c'est qu'en fait avec cette technique, on peut pas voir toutes les bactéries. Dans ton intestin, figure-toi qu'il n'y a pas d'oxygène. Et la plupart des bactéries ne survivent pas à l'oxygène. Donc une fois que le caca est sorti et qu'on le met en culture et qu'il y a de l'oxygène, elles crèvent. Donc par conséquent, on va pas pouvoir les analyser. Jusqu'il y a peu, les moyens d'étudier le microbiote ne permettaient de voir que 25% de sa composition. Aujourd'hui, grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut identifier la composition précise et la proportion de chaque bactérie du microbiote de chacun.
deuxième technique, qui est une technique qu'on appelle la métagénomique. Donc cette fois-ci, on va analyser les bactéries par leur ADN. Donc la même façon dont on pourrait analyser ton génome humain, on va chercher le génome bactérien. Avec cette nouvelle technique, on va pouvoir te faire un mapping à 100% de toutes tes bactéries intestinales, ce qui est quand même vachement intéressant. C'est un test qui se fait généralement que dans le monde de la recherche, mais aux États-Unis et un peu en Europe, il commence à y avoir des startups qui développent ces technologies et qui le proposent au grand public. Une troisième façon de savoir si on est en dysbiose ou pas, une façon assez accessible, c'est de faire un breath test. C'est un test où tu souffles dans une machine qui va analyser tes gaz. Je vais maintenant prendre l'air que vous expirez et je vais injecter l'air ici. Du coup, la machine là va mesurer les gaz que je produis. Pourquoi on les mesure par la bouche et pas par mes fesses? Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est quelque chose que probablement tout le monde n'a pas réalisé, mais une partie des gaz intestinaux sont éliminés par l'air expiré. C'est pour ça que certains qui ne digèrent pas les protéines ont des haleines de chacal, des haleines putrides. Donc ça, on l'a compris, et donc on s'est dit qu'on pouvait mesurer probablement des gaz qui proviennent d'une mauvaise digestion. Vos symptômes suggèrent que vous souffrez d'une prolifération de bactéries qui normalement sont dans le côlon, qui sont montées dans l'intestin, qui ont colonisé l'intestin. Mon cours médical à moi, c'est beaucoup fait à travers ces groupes Facebook. C'est comme ça que j'ai découvert que je n'avais pas seulement une colopathie fonctionnelle, mais que j'avais aussi un SIBO, qui est une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. J'ai commencé à me renseigner sur cette pathologie-là, et je me suis dit, bah dis donc, ça ressemble vachement à mon problème. Et donc j'ai fait ce test de souffle qui a confirmé une fermentation et donc une activité bactérienne très anormale, ce qui a confirmé le diagnostic du SIBO. Mais c'est-à-dire que c'est sur les groupes Facebook que je me suis dit, attends, oula, là il y a un truc. Et d'ailleurs, je suis pas vraiment la seule à trouver que les groupes de malades sont hyper utiles quand on est malade chronique. Il y a 1 an et demi, j'ai contracté une bactérie sur les intestins. C'est grâce à des groupes en fait de soutien où je me suis sentie moins seule. On découvre d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, voire d'autres problèmes, et ça fait du bien de lire, ça fait du bien de ne plus être seule, ça fait du bien d'avoir des gens qui vous écoutent, qui vous donnent des conseils. Ça m'a aussi permis de comprendre que, en tant que patient, on est tout à fait capable de comprendre notre propre fonctionnement. Ça remplace pas le docteur, bien sûr, les groupes Facebook, mais ça nous permet de nous tenir à la page et de nous tenir informés des nouvelles avancées, des recherches sur les maladies. Donc clairement pour moi aujourd'hui, on peut plus sous-estimer le pouvoir thérapeutique des groupes Facebook. J'ai commencé un peu à fouiller, à me rendre compte qu'il y avait plein d'autres gens dans ma situation et à me rendre compte qu'il y avait peut-être des thérapies ou des choses que j'avais pas totalement explorées et qui pouvaient peut-être marcher pour moi. Et ça m'a donné vachement d'espoir parce que quand t'es face à un mur et que les médicaments marchent pas, là tout d'un coup, tu reprends du souffle. Il y a des thérapies où je me suis dit, attends, moi j'ai quand même envie d'aller rencontrer les scientifiques, là j'ai envie de creuser un peu. Dans ce docu, j'ai été explorer toutes ces thérapies-là parce que juste le tampon colopathie fonctionnelle et vous allez rester comme ça ne me convenait absolument pas. Un des premiers trucs que le médecin ou naturopathe va te donner, c'est des probiotiques. Après, j'ai un autre épisode où j'ai creusé le sujet de la nutrition parce qu'évidemment, quand t'es malade, quoi bouffer, c'est quand même un énorme sujet. Évidemment, intéressé à la transplantation fécale, c'est quand tu prends les selles de quelqu'un et que tu te les réinjectes dans ton cucu à toi pour récupérer les bonnes bactéries. Encore plus bizarre, et j'ai été explorer la thérapie par helminth que j'ai découvert à travers un groupe Facebook. Les helminths, c'est des vers. J'ai été me renseigner sur la thérapie par phage. Les phages, ce sont des virus qui infectent les bactéries. Du coup, j'ai été carrément en Géorgie pour ça, j'ai pris l'avion en flou. J'ai aussi envie de rencontrer des malades qui ont déjà testé ces thérapies, mais en vrai, quand on vit avec une maladie chronique comme ça, il y a un moment, ça crée de la dépression aussi parce qu'il y a un lien intestin-cerveau qui est extrêmement important. Et j'ai voulu un peu détabouiser ça, détabouiser le mal-être qu'on peut vivre et les effets que ça peut effectivement avoir sur la tête. Ce mal-être là, j'ai eu envie de le montrer.